Quel genre d'esprit transforme la faim en arme? Non pas une épée, ni le feu, mais le temps lui-même, étiré jusqu'à briser la volonté humaine. C'est ainsi que la légende de Gengis Khan commença à se forger, non comme celle d'un conquérant impulsif, mais comme celle d'un froid architecte de la peur. Pour lui, la guerre ne commençait pas quand les murailles tombaient, mais bien avant, dans le silence qui précède le désespoir. Là où d'autres généraux recherchèrent l'affrontement rapide, il préférait serrer l'étau et attendre. Attendre que la ville soit confrontée à son propre reflet le plus sombre. Dans les steppes, la patience était une vertu apprise dès l'enfance. La survie dépendait de savoir quand avancer et quand rester immobile. Gengis Khan a transposé cette logique nomade à l'art du siège. Encercer une ville n'était pas un acte d'urgence, mais une opération mathématique. Chaque porte scellée, chaque chemin coupé, chaque puits inaccessible faisait partie d'une équation destinée à une seule conclusion, la reddition sans combat. L'ennemi ne devait pas être vaincu sur le champ de bataille, il devait être brisé de l'intérieur. À l'intérieur des murailles, le temps prenait une autre texture. Les jours s'étiraient, les nuits devenaient denses. La nourriture cessait d'être un aliment pour devenir un souvenir. La faim ne criait pas, elle murmurait. Elle s'installait lentement dans l'esprit collectif, érodant la discipline, la foi et l'espoir. Gengis Khan comprenait quelque chose d'essentiel. Un corps affaibli peut encore se battre, mais un esprit vaincu a déjà perdu. C'est pourquoi le siège était pour lui une forme de domination psychologique avant d'être militaire. Rien de tout cela n'était improvisé. Les commandants mongols calculaient avec précision combien de temps les réserves d'une ville pouvaient tenir. Ils savaient quand la pénurie se transformerait en panique et quand la panique se muerait en trahison. À ce point précis, la ville commençait à s'effondrer sans que les murs ne soient touchés. La résistance devenait un fardeau et la reddition un soulagement. Ainsi, de nombreuses places fortes tombaient non par la force, mais par l'épuisement de l'esprit. Cette méthode avait un but plus profond qu'une simple victoire. C'était un message destiné à ceux qui observaient de loin. Résister ne signifiait pas une mort rapide et glorieuse, mais une attente longue, humiliante et sans témoin héroïque. La rumeur voyageait plus vite que les armées. Ville close, mois de silence, population entière déchue avant même que le premier soldat ne franchisse la porte. La peur se propageait comme une ombre, précédant l'avancée mongole. En ce sens, la stratégie de Gengis Khan s'avère étrangement familière pour le monde moderne. Aujourd'hui, les blocus ne sont pas toujours de pierre et de bois, mais économiques, informationnels ou politiques. On isole des pays, on bloque des ressources, on attend que la pression interne fasse le travail. Le principe est le même, vaincre sans attaquer directement, dominer sans se salir les mains. C'est ainsi que l'Empire commença, non par un cri de guerre, mais par le son sourd de la faim qui progressait lentement. Une arme invisible, conçue pour que l'histoire ose à peine la décrire. En 1219, lorsque les forces de Gengis Khan se dirigèrent contre l'Empire de Khwarezm, le monde islamique n'imaginait pas qu'il était sur le point d'affronter une forme de guerre défiant toute notion traditionnelle d'honneur et d'affrontement direct. Ce ne fut pas une campagne marquée par de grands discours ni des batailles immédiates, mais par un silence qui se refermait comme un poing. Des cités prospères, centres de commerce et de culture, furent encerclés par un ennemi qui ne se pressait pas. Il attendait. Nishapur fut l'un de ces lieux où le temps devint un ennemi. Les murailles restaient debout, les portes closes, mais la vie quotidienne commença à se déliter. Au début, la cité résista avec discipline. Il y avait des réserves. Il y avait la foi que le siège serait levé. Cependant, à mesure que les semaines se transformaient en mois, l'ordre social commença à se fissurer. Le marché cessa d'être un lieu de rencontre pour devenir un espace vide. Le pain, symbole de stabilité, devint un lointain souvenir. Les chroniques persanes, notamment celles attribuées à Juvaini, ne décrivent pas seulement une tragédie matérielle, mais une désintégration morale. Lorsque les ressources disparaissent, les certitudes s'en vont aussi. Les rôles sociaux perdent leur sens, les hiérarchies se brouillent et la survie remplace la loi. Gengis Khan comprenait que cet effondrement interne était plus dévastateur que n'importe quel bélier.
Une ville qui doute d'elle-même est déjà vaincue. Merv, autre grande cité sous le même destin, offre un écho encore plus troublant. Là-bas, l'absence de rituels fondamentaux comme l'enterrement des morts symbolisa la rupture définitive du tissu social. Il ne s'agissait pas seulement de pénurie, mais de la perte de sens. Quand il n'y a plus de force pour honorer ni les vivants ni les morts, l'identité collective se dissout. Le siège avait atteint son objectif avant même que l'affrontement final ne commence. Le point crucial est de comprendre que ce résultat ne fut pas accidentel. Les forces mongoles ne recherchaient pas un effondrement rapide, mais un effondrement profond. Chaque jour d'enfermement supplémentaire était une leçon pour ceux qui observaient depuis d'autres villes. La résistance ne menait pas à la gloire, mais à une lente disparition de tout ce qui faisait qu'une communauté se reconnaissait comme telle. La reddition, par contraste, apparaissait comme la seule issue rationnelle. Quand finalement les portes s'ouvrirent, ce qui restait à l'intérieur n'était plus une ville capable de se défendre, mais une ombre d'elle-même. Il n'était pas nécessaire de décrire le dénouement avec des détails explicites pour en comprendre l'impact. Le message était clair, ce n'était pas le moment final qui terrifiait, mais le processus qui y menait. La victoire mongole s'était scellée bien avant le dernier acte. Cet épisode révèle quelque chose d'essentiel sur la logique de Gengis Khan. La conquête n'était pas seulement territoriale, elle était existentielle. En brisant le khwarazm de l'intérieur, il a démontré que le véritable champ de bataille se trouvait dans l'esprit humain. Et une fois cet espace conquis, aucun mur ne pouvait offrir une protection réelle. La fin dans la stratégie de Gengis Khan n'était pas un accident ni une conséquence indésirable. C'était un langage. Un message soigneusement conçu pour voyager au-delà des murailles et atteindre ceux qui n'avaient pas encore vu arriver les cavaliers mongols. Chaque ville qui résistait et s'effondrait de l'intérieur devenait un avertissement vivant pour les autres. Il n'était pas nécessaire de détruire immédiatement. Il suffisait de laisser la peur faire son travail. Les ingénieurs et les commandants mongols comprenaient que toute communauté a un seuil invisible. Avant de le franchir, les gens s'accrochent aux normes, aux croyances et aux hiérarchies. Après, ces mêmes structures deviennent fragiles. Le calcul ne se faisait pas seulement en termes de céréales stockées ou de routes coupées, mais en temps psychologique. Combien de jours avant que l'espoir ne se transforme en suspicion? Combien de nuits avant que la solidarité ne se transforme en méfiance? Le siège avançait, lorsque l'esprit collectif commençait à céder. À ce point critique, la résistance perdait sa signification originelle. Défendre la ville n'était plus un acte héroïque, mais une condamnation partagée. Les leaders locaux, autrefois fermes, commençaient à être remis en question. Les promesses d'aide extérieure sonnaient creuses. L'attente devenait insupportable. Gengis Khan savait que, lorsque la population commençait à débattre de la reddition comme une option raisonnable, la victoire était déjà assurée. L'ennemi avait été vaincu sans un seul affrontement frontal. Cette méthode avait un effet multiplicateur. Les histoires des voyageurs avec les marchands, les réfugiés et les rumeurs. Des villes qui n'avaient pas encore été encerclées commençaient à imaginer leur propre fin. La peur n'avait pas besoin de preuves visuelles. Elle se nourrissait de l'attente. Ainsi, de nombreuses portes s'ouvraient avant que le siège ne se referme complètement. La réputation de l'Empire devenait une arme aussi puissante que n'importe quelle armée. D'un point de vue moderne, cette approche s'avère étrangement familière. Aujourd'hui, la pression s'exerce rarement uniquement par la force directe. On isole des économies, on coupe des approvisionnements, on prolonge des crises jusqu'à ce que la population exige un changement. Le principe est identique. Ne pas imposer par la force immédiate, mais créer un environnement où la résistance semble inutile. Gengis Khan, des siècles auparavant, avait déjà compris que la guerre la plus efficace est celle qui convainc l'ennemi qu'il n'a pas d'alternative. Mais ce triomphe silencieux avait un coût profond. En transformant l'attente en punition, la relation entre temps et espoir était altérée. Le futur cessait d'être une promesse et se transformait en une menace. Les villes apprenaient que le lendemain n'apporterait pas de soulagement, mais plus d'incertitude. Cette perception était dévastatrice. Une communauté sans futur est une communauté prête à tout céder pour le présent. Ainsi, le siège cessait d'être une phase de la guerre et devenait son noyau. Ce n'était pas un moyen d'arriver à la bataille finale,
mais le véritable affrontement. Quand les portes s'ouvrirent, finalement, elles ne marquaient pas le début de la fin, mais sa confirmation. La ville était déjà tombée, non par la force d'une armée, mais par le poids du temps transformé en armes. Après la chute, commençait une phase distincte de la conquête, moins visible mais tout aussi décisive. Pour l'empire de Gengis Khan, la victoire ne se terminait pas quand une ville ouvrait ses portes. Ce moment ne marquait que le début d'une reconfiguration profonde de l'ordre humain. Les structures politiques ne pouvaient s'effondrer en quelques semaines, mais les structures sociales exigeaient une transformation plus silencieuse. Et dans ce processus, les femmes occupaient une place particulièrement vulnérable. Après la prise de villes comme Bukhara en 1220, des milliers de femmes et de jeunes filles furent séparées de leur environnement antérieur. Non pas comme des individus avec une histoire, mais comme des pièces au sein d'un nouveau système de pouvoir. La guerre les avait transformées en symboles, non de désir, mais de domination. Dans la logique du vainqueur, contrôler les femmes de l'ennemi signifiait effacer leur lignée, leur mémoire et leur futur. C'était une forme de conquête qui n'avait pas besoin d'être proclamée. Elle s'imposait par sa seule existence. Les chroniques décrivent un processus méthodique. Les prisonnières étaient classées selon l'âge, le statut social et l'apparence. Celles d'origine noble étaient réservées aux rangs les plus élevés, non comme un privilège personnel, mais comme une démonstration publique de suprématie. Les autres étaient destinés à des travaux forcés ou redistribués sur le vaste territoire de l'Empire. Dans ce transit, les noms se perdaient, les langues changeaient, les identités se diluaient jusqu'à disparaître. Cet acte d'effacement n'était pas fortuit. Dans de nombreuses cultures médiévales, la continuité d'une communauté reposait sur la transmission familiale. En désarticulant ce noyau, Gengis Khan s'assurait que toute résistance future serait quasi impossible. Sans héritier reconnaissable, sans récit partagé, sans mémoire commune, la défaite devenait permanente. Il ne suffisait pas de gagner la guerre. Il fallait empêcher l'ennemi d'imaginer un lendemain différent. D'un regard contemporain, ce schéma révèle une constante inquiétante. Dans les conflits modernes, la population civile reste le terrain où se livrent les batailles les plus durables. Non toujours avec des armes visibles, mais par des déplacements, des pertes d'identité et des silences forcés. L'histoire se répète, même si les scénarios changent. La conquête du corps social est souvent plus efficace que l'occupation du territoire. Pour l'Empire mongol, les femmes n'étaient pas vues comme des victimes individuelles, mais comme faisant partie d'une stratégie plus large. En les intégrant de force dans sa structure, l'idée d'un ordre inévitable était renforcée. Résister ne signifiait pas seulement perdre la vie, mais aussi le souvenir de ce qu'on avait été. L'humiliation ne résidait pas dans un acte concret, mais dans la disparition progressive de toute appartenance. Ainsi, après la chute des villes, une paix inquiétante s'imposait. Une paix construite sur l'absence de nom et la rupture de la mémoire. L'Empire avançait non seulement en laissant des ruines derrière lui, mais aussi des communautés qui ne pouvaient plus se reconnaître. C'était le véritable héritage de la conquête. Un monde réorganisé sous l'ombre d'un pouvoir qui n'avait pas besoin de s'expliquer. Avec l'avancée de l'Empire, la guerre cessa d'être un affrontement entre armées pour se transformer en un système où les êtres humains pouvaient devenir des instruments. Dans la logique de Gengis Khan, la victoire ne dépendait pas seulement de la force militaire, mais de la capacité à désarmer l'ennemi avant même qu'il ne puisse réagir. Pour cela, il était nécessaire de rompre la ligne qui séparait le combattant du civil. Quand cette frontière disparaissait, toute la société se retrouvait piégée dans la machinerie du conflit. Pendant les grands sièges, notamment lors de campagnes comme celle de Gourganj en 1221, les prisonniers acquirent un rôle troublant. Ils n'étaient pas traités comme un butin final, mais comme des ressources temporaires au sein d'une stratégie plus vaste. Leur présence devant les troupes mongoles avait un but clair, affaiblir la détermination de ceux qui défendaient la ville. La vision de personnes connues, de voisins et de membres de la famille, contraintes à participer à l'avancée de l'ennemi, était une pression émotionnelle difficile à supporter. Cette utilisation d'êtres humains comme bouclier symbolique ne reposait pas seulement sur la cruauté, mais sur un calcul précis. Gengis Khan comprenait que le moral d'une ville pouvait s'effondrer en quelques heures si elle était confrontée à un choix impossible. Se défendre signifiait accepter la destruction de ses propres liens.
Se rendre, en revanche, semblait offrir l'illusion d'éviter un dommage plus grand. Ainsi, la décision n'appartenait plus au commandant, mais à une population paralysée par la culpabilité et la peur. Les sources historiques décrivent comment ces prisonniers étaient contraints d'accomplir des tâches dans des conditions extrêmes, non pas comme une punition individuelle, mais comme partie d'un message collectif. Le message était simple et terrifiant. La résistance ne protège personne. Chaque jour de lutte supplémentaire ne faisait qu'augmenter le coût humain. Ainsi, l'ennemi n'était pas vaincu par la poussée d'une armée, mais par l'effondrement interne de sa volonté. D'une perspective plus large, cette tactique révèle l'essence de la pensée mongole sur la guerre. Il n'existait pas de distinction morale entre les moyens et les fins. Si une action accélérait la reddition, elle était considérée comme légitime. L'efficacité remplaçait la compassion. Dans ce contexte, la vie humaine était mesurée par son utilité stratégique, non par sa valeur intrinsèque. C'était une vision du monde où la survie de l'Empire justifiait n'importe quelle méthode. L'impact psychologique de ces pratiques s'étendait bien au-delà du champ de bataille. Les histoires se propageaient rapidement, devenant des avertissements pour d'autres villes. La simple possibilité qu'une communauté puisse être utilisée contre elle-même suffisait à semer la panique. Ainsi, de nombreuses places optaient pour la reddition avant de se retrouver prises au piège de ce dilemme moral. De ce fait, Gengis Khan transforma la guerre en une expérience totale. On ne combattait pas seulement avec des armes, mais avec des émotions, des liens et des décisions impossibles. L'ennemi n'était pas uniquement détruit physiquement, mais dépouillé de sa capacité à résister en tant que communauté. Dans ce scénario, la conquête devenait inévitable et la soumission presque rationnelle. Pour comprendre la logique qui soutenait ces décisions, il est nécessaire de s'aventurer dans la vision du monde de Gengis Khan. Sa manière de faire la guerre n'était pas guidée par des impulsions chaotiques, mais par une idée claire. Le conflit devait être résolu de la manière la plus définitive possible. La compassion, dans ce cadre, n'était pas une vertu stratégique. Ce qui importait n'était pas la façon de combattre, mais le résultat final. Et ce résultat devait être incontestable. Dans la mentalité mongole, la guerre ne se régissait ni par des codes de chevalerie, ni par des gestes symboliques d'honneur. Elle se régissait par l'efficacité. Chaque action devait remplir une fonction précise au sein d'un système de contrôle plus vaste. Si une méthode parvenait à accélérer la reddition, à réduire les résistances futures et à consolider le pouvoir, alors elle devenait un outil légitime. Il n'y avait pas de place pour les demi-mesures. L'ambiguïté était perçue comme une faiblesse. Cette philosophie a transformé la punition en un langage. Il ne s'agissait pas de vengeance personnelle ni d'explosion de violence désordonnée, mais de messages soigneusement construits. Chaque ville qui tombait dans ces conditions devenait un exemple. La nouvelle de ce qui s'était passé n'avait pas besoin d'être exagérée. Il suffisait qu'elle circule. La peur faisait le reste. Ainsi, la réputation de l'Empire se renforçait sans avoir besoin de répéter constamment les mêmes actes. Gengis Khan comprenait que le véritable pouvoir ne réside pas uniquement dans la force physique, mais dans la prévisibilité de la punition. Lorsque les conséquences de la résistance étaient claires et connues, de nombreuses communautés choisissaient de se soumettre avant d'atteindre le point de non-retour. De cette façon, la guerre était simplifiée. Moins de batailles, moins d'usure, plus de contrôle. La terreur n'était pas un effet secondaire, mais un élément central du système. D'un point de vue philosophique, cette vision soulève une question troublante. Un ordre construit sur la peur peut-il être considéré comme stable? À court terme, la réponse semblait affirmative. L'Empire mongol s'est étendu avec une rapidité étonnante, dominant d'immenses territoires. Cependant, cette stabilité reposait sur une tension constante. L'obéissance ne naissait pas du consensus, mais de l'attente de conséquences sévères. Dans le monde moderne, cette logique apparaît encore sous d'autres formes. Les États et les systèmes de pouvoir ont recours à des sanctions exemplaires, des châtiments publics ou des mesures extrêmes pour dissuader la dissidence. Bien que les méthodes changent, le principe demeure, gouverné par la certitude de la punition. Gengis Khan n'a pas inventé cette approche, mais il l'a portée à une échelle qui a marqué l'histoire. Ainsi, la guerre, dans sa conception, cessait d'être un chaos incontrôlable et devenait une structure.
Une machinerie où chaque engrenage, aussi brutal qu'il pût paraître, avait une fonction spécifique. Ce n'était pas l'absence de règles, mais l'imposition de règles nouvelles, dictées par le vainqueur. Et dans cet ordre implacable, la morale était subordonnée au résultat. En 1223, après l'affrontement sur la rivière Khalkha, la victoire mongole ne chercha pas à se conclure par un geste rapide ni par une solution immédiate. Au contraire, elle devint une scène soigneusement conçue pour demeurer dans la mémoire collective. Les princes russes capturés, parmi lesquels des figures de haut lignage, ne furent pas traités comme de simples ennemis vaincus. Leur destin fut transformé en un symbole. Il ne s'agissait pas de les éliminer, mais de démontrer, de manière silencieuse et calculée, qui contrôlait l'ordre du monde. La décision de ne pas recourir à des méthodes visibles répondait à une logique culturelle spécifique. Dans la tradition mongole, l'effusion directe de sang noble pouvait être considérée comme une transgression. Mais cette restriction n'impliquait pas la clémence. Au contraire, elle ouvrit la porte à des solutions qui évitaient l'acte explicite et, en même temps, amplifiaient l'impact psychologique. La punition devait être mémorisée, non décrite, comprise, non racontée en détail. La scène fut conçue comme un rituel de pouvoir. Sur les prisonniers immobilisés fut élevée une plateforme et un banquet y fut célébré. Ce n'était pas un acte improvisé, mais une représentation. Tandis que les leaders mongols partageaient nourriture et boissons, ils affirmaient une idée centrale. La vie et l'honneur de leurs adversaires étaient littéralement sous leur poids. Il n'était pas nécessaire d'un geste violent évident. L'humiliation résidait dans l'indifférence absolue envers la dignité du vaincu. Pour ceux qui observaient, le message était sans équivoque. La défaite n'impliquait pas seulement la perte du territoire ou de l'armée, mais l'annulation complète du statut. Les anciens dirigeants cessaient d'exister en tant que figures politiques et devenaient des avertissements vivants. Le pouvoir mongol ne se contentait pas de vaincre, il redéfinissait. Il décidait qui méritait d'être rappelé et qui serait réduit au silence. Cet épisode illustre une dimension clé de la guerre psychologique. En transformant la punition en un spectacle contrôlé, on dominait non seulement le présent, mais aussi le récit futur. Les chroniques ne pouvaient ignorer ce qui s'était passé, mais elles ne pouvaient pas non plus le décrire sans reconnaître la suprématie de ceux qui l'avaient orchestré. Ainsi, la mémoire historique était façonnée par le vainqueur. En termes modernes, cette stratégie s'apparente à la destruction symbolique de l'adversaire. Il ne suffit pas de le neutraliser, il était nécessaire de le délégitimer complètement. Lorsque l'autorité d'un leader est dépouillée de toute solennité, sa cause meurt avec lui. Gengis Khan a compris que la réputation était aussi fragile que puissante et qu'une seule scène bien construite pouvait remplacer de nombreuses batailles. À l'issue de ce banquet, non seulement un chapitre militaire se fermait, une leçon fut scellée qui voyagerait plus loin que les armées. Affronter l'Empire ne menait pas à une défaite honorable, mais à la dissolution totale du prestige. Ce souvenir, plus que toute arme, garantissait l'obéissance future. Au-delà des épisodes concrets, il existait une structure qui donnait de la cohérence à tout le système, la loi connue sous le nom de Yassa. Pour Gengis Khan, le pouvoir ne pouvait pas se maintenir uniquement par des conquêtes continues. Il avait besoin de règles claires et de conséquences prévisibles. La Yassa n'était pas simplement un ensemble de normes, mais un cadre mental qui définissait ce qui était acceptable et ce qui était impardonnable. En son centre se trouvait une idée absolue. La loyauté à l'ordre de l'Empire primait sur tout lien personnel, local ou familial. Dans ce cadre, la trahison prenait une signification beaucoup plus large que celle d'une simple désobéissance. Il ne s'agissait pas d'une faute individuelle, mais d'une menace directe à la stabilité de tout le système. Quiconque rompait un serment, conspirait en secret ou changeait de camp, ne défiait pas seulement un leader, mais la logique même de l'Empire. C'est pourquoi la réponse devait être immédiate et exemplaire. Non pour punir le coupable, mais pour avertir tous les autres. La punition dans ce contexte fonctionnait comme un langage politique. Elle n'avait pas besoin d'être fréquente. Elle devait être claire. Chaque sanction transmettait un message précis. L'ordre est inébranlable. La rapidité et la fermeté de la réponse éliminaient toute place au doute. Personne ne devait se demander ce qui arriverait s'il trahissait. La réponse était déjà inscrite dans la mémoire collective.
Cette approche révèle une compréhension profonde de la psychologie du pouvoir. Gengis Khan savait que la peur la plus efficace n'est pas celle qui découle de la violence constante, mais celle qui naît de la certitude. Lorsque les règles sont visibles et les conséquences inévitables, le contrôle devient presque automatique. L'obéissance ne nécessite plus une surveillance permanente, elle est internalisée. Ainsi, l'Empire pouvait s'étendre sur de vastes territoires sans avoir besoin d'une présence militaire écrasante en chaque point. Dans le monde contemporain, ce principe reste reconnaissable. Les systèmes politiques modernes s'appuient également sur la prévisibilité de la loi et sur des sanctions conçues pour dissuader plus que pour punir. Les formes changent, les discours changent, mais la logique sous-jacente demeure maintenir l'ordre par des signaux clairs. L'Ayassa fut l'une des expressions les plus précoces et radicales de cette idée portée à l'échelle impériale. Cependant, cet ordre avait un coût humain silencieux. En réduisant les relations sociales à des termes d'utilité et de loyauté absolue, les espaces de compassion et de négociation s'érodaient. La loi ne laissait aucune marge à l'ambiguïté. Soit on appartenait au système, soit on en était exclu. Dans cette dichotomie, de nombreuses vies furent prises au piège de décisions sans retour. Ainsi, l'Ayassa n'a pas seulement organisé l'Empire, elle a modelé la façon dont ses sujets pensaient, agissaient et craignaient. Ce fut l'échafaudage invisible qui soutint l'expansion mongole. Un rappel constant que le pouvoir ne s'impose pas seulement avec des armées, mais avec des normes qui transforment la peur en discipline. En observant l'ensemble de ces stratégies, il devient évident que l'ascension de l'Empire mongol ne peut s'expliquer uniquement par sa mobilité ou son habileté militaire. La véritable force de Gengis Khan résidait dans sa compréhension de la nature humaine. Il a su identifier que la peur, lorsqu'elle est constante et prévisible, peut devenir un fondement plus solide que la loyauté volontaire. Des steppes aux villes les plus éloignées, le pouvoir s'est consolidé non seulement par ce que les Mongols faisaient, mais par ce que tous savaient qu'ils pouvaient faire. Ce modèle a permis à un peuple nomade de se transformer en quelques décennies en le plus vaste empire terrestre de l'histoire. Non pas parce que chaque territoire était occupé par une violence continue, mais parce que la réputation de l'Empire précédait ses armées. De nombreuses communautés se rendaient avant même que le premier éclaireur n'apparaisse. La guerre, en ce sens, était déjà gagnée dans l'imagination collective. La peur voyageait plus vite que n'importe quel cheval. Cependant, cette forme de contrôle posait un paradoxe profond. Un ordre basé sur la peur absolue est efficace, mais aussi fragile. Il nécessite d'être constamment rappelé. Si le souvenir s'affaiblit, l'obéissance se fissure. Après la mort de Gengis Khan, ses successeurs ont hérité non seulement d'un territoire immense, mais aussi de la nécessité de maintenir vivante cette image de pouvoir implacable. Lorsque la discipline se relâchait, les fissures commençaient à apparaître. D'un point de vue historique, l'héritage de ce système reste sujet à débat. Pour certains, il a représenté une étape de stabilité et d'ouverture de routes commerciales. Pour d'autres, ce fut une période marquée par la déshumanisation systématique. Les deux visions coexistent parce que l'Empire s'est construit sur une logique ambiguë, l'ordre en échange de la peur, l'unité au détriment de la compassion. Cette tension définit son héritage. Dans le monde actuel, l'histoire de Gengis Khan agit comme un miroir inconfortable. Elle nous rappelle que le pouvoir peut s'organiser de manière efficiente sans être nécessairement juste. Que les sociétés peuvent se soumettre non parce qu'elles croient, mais parce qu'elles craignent les conséquences de ne pas le faire. Et que les systèmes les plus durables ne sont pas toujours les plus humains, mais ceux qui comprennent le mieux les faiblesses de l'esprit collectif. Au final, la conquête mongole n'a pas seulement redessiné les cartes, elle a redéfini les règles de la domination. Elle a démontré que le contrôle ne dépend pas exclusivement de la force visible, mais de la capacité à imposer un récit inévitable. Un récit où résister semble inutile et obéir la seule option raisonnable. Telle est la leçon la plus inquiétante laissée par l'Empire. La peur, lorsqu'elle est institutionnalisée, peut gouverner des générations entières sans avoir besoin d'élever la voix. Et c'est peut-être pourquoi, des siècles plus tard, son ombre persiste encore, non pas dans les ruines des villes, mais dans la question qu'elle laisse ouverte. Combien d'empires, même aujourd'hui, continuent de reposer sur le même principe silencieux ?